Madame, Monsieur, bonsoir. Quelle portée donner aux déclarations faites hier mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies? Les différentes nations ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais, au M23 de cesser ses aventures sur le territoire congolais. Quelle portée donner à toutes ces déclarations? Mais que faire par rapport à ce qui nous reste à faire? Est-ce que le président de la République devrait-il parler? Qu'est-ce qu'il devrait dire exactement? Que doit faire la population congolaise pour soutenir les FARDC, l'armée nationale? Nous allons répondre à toutes ces questions tout à l'heure dans cette émission avec notre invité. Il s'agit de Maître Robert Kayenga. Bonsoir. Bonsoir Ambroise. Maître Robert Kayenga, vous êtes avocat et membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous allez? Non, je vais très bien, merci. Oui. Malgré ce qui nous est arrivé, mais on tient le coup. Alors, avec vous, nous voulons un peu analyser cette situation de notre pays. Certainement, Goma est tombé un peu rapidement. Un peu rapidement, c'est quelque chose que l'on déplore. Et il y a eu un conseil de sécurité qui s'est tenu ce mardi. Vous avez suivi certaines déclarations, mais pas toutes. Quelle est l'impression que vous vous êtes faite quand vous avez suivi toutes ces déclarations? Non, mais vous savez, je voudrais d'abord encourager nos vaillants soldats qui sont au front, ceux qui ont pu résister, et nous sommes de cœur avec ceux qui ont donné de leur sang pour que Goma ne tombe pas. Le Goma n'est pas tombé aussi facilement comme les gens le disent. Parce qu'en 2013, quand les rebelles sont entrés à Goma, il n'y a pas eu la guerre. Ouais. Mais cette fois-ci, on a des informations qu'au niveau de Saké, au niveau même de Goma, il y a eu quand même une forte résistance du côté de Gisenyi. Il y a eu quand même une résistance, mais malheureusement, ce qu'on craignait est arrivé. Mais nous devons vite nous réorganiser pour que nous puissions contre-attaquer et voir ce qui doit être fait. Alors, moi je pense que nous sommes victimes de l'hypocrisie de la communauté internationale et que je vois même parfois les opposants qui tirent à boulet rouge sur le commandant suprême. Il est en train d'être malmené par les Occidentaux. Vous vous souviendrez en 2009, si j'ai bonne mémoire, quand Sarkozy était venu ici au Parlement lors du Congrès, il avait dit qu'il était temps que la République démocratique du Congo partage ses ressources avec ses voisins. Exact. Et quand vous essayez de voir, Kagame, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il veut de la RDC? Il était clair, il veut la terre en fait. Donc, toutes ces questions montrent que le président de la République est en train de se battre face à une volonté manifeste du Rwanda à pouvoir annexer certains territoires vers le Rwanda. Et ne serait-ce que pour ça, notre sol pour ça, nous devions avoir une attitude tout à fait différente dans la façon de voir les choses. Et aujourd'hui, qu'on en ne veuille ou pas, c'est Félix qui est le commandant suprême, qui est là. Parce que même maintenant, là, si Félix est démissionné, c'est lui qui doit venir, le temps qu'il s'organise. Il va trouver la même situation. Il va trouver la même situation, et même, il peut même arriver jusqu'à Kinshasa. Pour l'instant, on a besoin de lui prêter la main forte. Et je sais que là où il est, il ne dort pas. Il ne peut pas dormir face à une situation pareille. Et que donc, il a besoin que sa population le soutienne pour que nous puissions. Alors, moi, c'est du théâtre, ce qui se passe au niveau des Nations Unies. Les gens qui ont apporté la preuve que les militaires rwandais sont sur le sol congolais, ce sont des experts de l'ONU. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation qui soit étrangère à l'ONU. C'est une situation qui est connue par les Nations Unies. Alors, les Nations Unies, nous devons bénéficier de la solidarité internationale. Puisque nous faisons membre d'une organisation internationale et que, étant membre effectif de cette organisation internationale, on devait bénéficier de la solidarité. Et ce qui n'arrive pas. Vous voyez, par exemple, le cas de l'Ukraine. On dote l'Ukraine des armes. On prend des sanctions ciblées contre les dirigeants russes. Parce qu'on veut protéger, effectivement, l'Ukraine. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose pour la RDC? Hier, le débat qu'il y a eu, ça a débouché à quoi? À quelles sanctions? C'est ça le résultat. Notre dame de fer, madame la ministre des Affaires étrangères, elle a beau parler, elle a beau dire, mais nous regardons, nous Congolais, quelle est la suite? Parce que l'ONU a aussi le pouvoir de mettre la paix là où il y a
il y a des problèmes, où il y a une crise militaire. C'est ça, les chapitres 7 de la Charte des Nations Unies donnent mandat aux Nations Unies quand il y a déposer la paix, quand il y a un problème d'imposer la paix. Est-ce que nous, vous avez suivi, parce que les gens doivent le comprendre, le secrétaire général des Nations Unies, il a déclaré haut et fort que le M23 a des armes que les Nations Unies n'a pas. Les armes sophistiquées. Sophistiquées. Monsieur Ambroise, nous devons regarder la réalité en face. L'un de mes enseignants me disait que l'ONU est une association des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on parle du Conseil de sécurité, en réalité, on parle de 5 membres, de 5 pays membres permanents. Oui. On ne parle pas des autres 14 membres non permanents. Non. On parle d'abord de 5. Ceux qui ont le droit de veto. Le droit de veto, c'est d'abord le 5. Et donc, vous allez dire que l'ONU au travers, quand on dit que l'ONU est intervenue, en fait, l'ONU, c'est pas l'ONU, c'est les 5 membres. Ce sont les 5. Soit c'est les Nations Unies qui prend le devant, soit c'est la France qui prend le devant, soit c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous pensez que le M23 a des armes plus sophistiquées que les 5. Donc, le message est clair, en fait. Nous devons comprendre que nous sommes victimes d'un complot contre la République. Et si nous devons continuer à regarder les Nations Unies, à regarder la communauté internationale, l'hypocrisie de l'Union africaine, qui n'arrive même pas à dire que les Rwandais sont sur le sol congolais. L'Union africaine n'arrive pas à le dire aussi clairement. Alors que toutes les preuves sont établies et tout est là. On n'a plus à réfléchir. On pourrait dire que les déclarations qui ont été faites hier, on a entendu les États-Unis, la France, ainsi de suite, demander au Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais, juste ces déclarations pour endormir les Congolais. Non, mais ça apporte. Quelle est la suite? Est-ce que vous voyez le Rwanda retirer ses troupes parce que les Nations Unies ont demandé de le faire? Non. On a demandé aussi à Israël de cesser le feu. L'Israël a continué à frapper. Oui, qu'est-ce qu'on a fait d'Israël jusqu'aujourd'hui? D'ailleurs, les dimanches, il y a eu le premier conseil de sécurité sur la situation de la RDC. On a demandé la même chose, mais le Rwanda a continué. Et donc, maintenant, est-ce que devons-nous, peuple congolais, continuer à regarder ces Nations Unies-là, regarder cette organisation-là? Et quand vous regardez la manière dont les choses sont en train de se passer, ça va tellement vite. Et c'est un message pour lequel nous devons savoir qu'il s'agit d'un complot. Et vous, Ambroise, les questions du droit international, les questions internationales doivent être analysées de manière globale. Et les déclarations en droit international ont une portée considérable. Et les faits et gestes que posent certains pays au travers le monde nous donnent aussi de la matière. Vous imaginez, le Rwanda ne produit pas le cobalt. Le Rwanda n'a pas de matière précieuse. Mais le Rwanda, pas de coltan. Mais le Rwanda devient un pays producteur de ce matière-là. Et l'Union européenne vient signer un accord avec le Rwanda. Et l'Union européenne veut que le Rwanda lui fournisse ces éléments, ces produits-là, alors qu'elle est vraiment consciente que ces matières-là ne font pas partie du Rwanda. Et le Rwanda n'a pas ces matières-là. Ça veut dire quoi? Le Rwanda doit maintenant s'élever le matin, prendre les armes, aller en RDC pour chercher et honorer le contrat, ces engagements. Et donc, tout ça, nous, le peuple congolais, nous devons savoir, nous devons connaître ces choses. Est-ce que, à ce niveau, je pose une question. Est-ce que le Congo ne peut pas offrir la même chose aux mêmes demandeurs? Non, en termes d'offres, le Congo peut nous offrir mieux que le Rwanda. Et ce que j'ai dit au chef de l'État, qu'on doit vraiment savoir approcher les grandes puissances et les offrir. Parce que nous avons de quoi offrir à ces gens-là mieux que le Rwanda. Parce que lui doit utiliser les armes, tout ça. Mais nous, on a ça. Voilà. On offre. Le Rwandais sécurise en Mozambique, il y a un champ pétrolier pour les Français. Et ce sont les Rwandais qui sécurisent ce champ-là pour l'intérêt de la France. Donc, c'est-à-dire que le Rwanda a des accords militaires avec la Grande-Bretagne. Et vous avez vu même, il était prévu que les réfugiés, les gens qui devaient aller en Grande-Bretagne devaient être ramenés au Rwanda parce qu'ils ont des accords. Donc tout ça, c'est pour vous dire que le Rwanda aujourd'hui, il est mieux équipé, c'est une armée mieux équipée, une armée mieux organisée. Et aujourd'hui, le Rwanda, même au niveau de Sahel là-bas, il est en train de donner, ce sont ces troupes qui sont en train de donner des formations et tout ça. Donc, ils ont fait tout pour rendre. Alors, Kagame doit montrer son esprit expansionniste. Il veut montrer à la face du monde
que désormais c'est avec moi que vous devez négocier en Afrique centrale, et que je suis l'homme fort. Si vous voulez, vous négociez avec moi. Si vous ne négociez pas avec moi, donc vous n'aurez pas ce que vous voulez. Et donc, c'est tout ça la réalité sur le plan politique, sur le plan du droit international. Maintenant, nous, le peuple congolais, c'est ce qu'on appelle en droit international l'autodétermination. L'autodétermination. Donc il appartient à nous, le peuple congolais, de s'autodéterminer et de définir notre peuple, de définir de prendre notre destin en main et être derrière le chef de l'État pour que nous puissions voir dans quelle mesure on doit changer. Alors, je vais revenir à ça. Je reviens d'abord à ce que vous avez dit au début de cette émission. Vous avez rappelé en 2009, c'est que l'ancien président français Nicolas Sarkozy avait dit qu'on devait apprendre à partager les ressources avec le Rwanda. Mais lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018, il a établi ses relations de bon voisinage avec le Rwanda en signant 3 accords commerciaux avec le Rwanda. Il semblerait que ce n'était pas dans l'intérêt du Rwanda. Exactement. Donc, le Rwanda a un objectif. En fait, ce n'est pas des échanges commerciaux. Le Rwanda voudrait avoir une partie de la RDC annexée. Vous savez, Ambroise, moi, j'ai fait Kigali par avion et j'ai fait Kigali par Gisenyi. Par cette route, j'ai fait le 2. Donc, je connais assez. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. Ils n'ont pas assez d'espace, en fait. Maintenant, ils doivent avoir ça. Ils savent que si on va par des échanges commerciaux, un jour, nous pouvons mettre fin à ces échanges commerciaux, effectivement, ils vont perdre. Donc, alors, Kagame sait que l'avenir de son pays dépend de la RDC. Dépend des RDC et dépend de ces territoires de la RDC et qu'il doit absolument annexer pour assurer l'avenir de son pays. Et cet esprit-là, cette velléité-là, diabolique, qui les pousse maintenant à se comporter de cette manière-là. Maintenant, nous, au niveau de l'interne, il faut qu'il y ait une dynamique interne. Mais malheureusement, le système de notre défense et de sécurité est infiltré à haut niveau. Aujourd'hui, jusqu'à la moelle épinière. De telle sorte que les efforts fournis par le garant de la nation s'avèrent être, à un moment donné, il y a fissure, à un moment donné, il y a un problème de commandement. Comment vous pouvez imaginer, d'après ce que j'ai suivi, on peut avoir un problème de ravitaillement. On peut déjà avoir Goma, déjà devait être une base militaire solide et efficace. Donc comment tout cela tout le temps, depuis la première de Bunagana, il fallait déjà prendre des précautions et pour que nous ne puissions pas, vous savez, Saké a été toujours le dernier verrou pour atteindre Goma. Donc il fallait que ce verrou-là soit renforcé de sorte qu'il ne pouvait pas. Et aussi on a continué à faire main basse à l'Ouganda, alors que nous savons que c'est par l'Ouganda qu'on avait ravitaillé le M23 quand ils étaient en débandade. Donc vous savez, tout ça ce sont des éléments auxquels il y a un problème. Il y a un problème, le chef de l'État, je pense que cette fois-ci, il doit prendre des choses autrement. Et je pense que même ce gouvernement ne mérite même plus de résister. Il faut les chambouler. Et pendant ce temps, vous voyez la première ministre qui est en train de marcher pour voir les ambassades qui ont été... alors que nous avons une situation aussi dramatique comme celle-là, mais la première ministre trouve quand même la force d'aller dans les ambassades, alors que c'est un travail que vous laisser au ministère de l'Intérieur et tout ça. Mais on sent que ce n'est pas... les gens ne sont pas... Et puis, même quand on est en guerre, cette manière-là, il y a une façon même de s'habiller. Même par les autorités, on doit sentir que les autorités ont une manière de s'habiller et de se comporter. Et quand même on va tenir le conseil des ministres, il y a une manière où les commandants supérieurs doivent s'habiller. Le chef de l'État, moi je veux lui dire que désormais il doit porter la tenue militaire. Il doit changer d'habillement, il doit enlever la veste, il doit porter une tenue qui démontre que nous sommes en état de guerre et il est déterminé à accompagner. Vous savez, vu le président ukrainien, il est resté en polo jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais porté la veste. On ne peut plus porter la veste quand on est dans une situation comme celle-là. Quand ça brûle. Quand ça brûle. Et aujourd'hui, on ne connaît pas les intentions. Vous avez des gens comme des rigolos de Nanga, ils sont derrière, et ils veulent le pouvoir, mais Kagame, ce n'est pas le pouvoir qu'il veut. En fait. C'est ça le problème. C'est que les Congolais qui sont au niveau de l'AFC, qui sont alliés au M23, au RDF, ils visent le pouvoir, peut-être de Félix, renverser le pouvoir, mais Kagame, lui, a un autre objectif. C'est ça. Le syndrome Kabila risque de redevenir. Parce que ce n'est pas pour rien que Kagame est en train de le soutenir. Kagame le soutient. En fait, ce sont des patins, ce sont des marionnettes que Kagame utilise. Il l'utilise pour une finalité bien connue. C'est l'annexion de certains territoires à l'Ouganda ou au Rwanda. Alors, ce Congolais-là, ce patin de Congolais qui sont avec Kagame, ils doivent savoir que Mouzé s'était réveillé plus tard. C'est comme ça qu'on l'a assassiné. Mouzé avait compris, il les a amadoués, il les a amenés, il s'est arrivé ici. Mouzé a dit non, je n'accepte pas ces accords.
Et on l'a liquidé. Notre infiltration a commencé. Notre infiltration, non. Nous, c'est les débuts de notre malheur. Avec ça. C'est les débuts de notre malheur. Et c'est ce que Nanga est en train de faire. Parce que quand ils n'ont pas les mêmes agendas. Nanga veut le pouvoir. Félix c'est un humain. Il est venu au pouvoir. Il partira. Dans tout le cas, il partira. Il ne restera pas éternellement. Il n'est pas le premier président du Congo et il n'en sera pas le dernier. Maintenant, si toi, Nanga, tu prends le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire maintenant de Rwandais qui t'ont aidé à arriver au pouvoir? Qu'est-ce que tu vas leur donner comme? Qu'est-ce que tu vas négocier avec eux? Nous savons que Kagame, sa position est formelle, elle est claire. Il veut prendre une partie de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que toi, Nanga, tu vas négocier avec eux? Tu vois pas? Donc, ça signifie que si le Rwanda facilitait à Nanga d'arriver à Kinshasa, prendre le pouvoir si c'est là arrivé, ce serait la même chose qui s'est passé en 1997. Le syndrome Kabila revient. C'est le syndrome Kabila. On va vous imposer des choses dans vos institutions. C'est un recul. Ils vous infiltrent. C'est un recul. C'est un recul. C'est un recul énorme. C'est un recul. Donc on a suffisamment avancé. Et donc revenir à cela, c'est un recul parce que on nous a infiltrés, on va encore réinfiltrer. Et dans tout le cas, je suis convaincu que le chef de l'État actuel, c'est le dernier verrou pour la balkanisation. Ah, c'est le dernier verrou qu'il faut faire sauter. Si on le fait sauter, c'est la balkanisation qui va s'en suivre. Et ça, le Rwanda est déterminé et il est préparé pour ça. Et il a les moyens pour ça et les Occidentaux sont derrière le Rwanda pour qu'il fasse cette action. On a vu un tweet du fils Museveni qui a salué ce qu'il appelle prouesse de l'armée rwandaise et puis il dit que c'est maintenant, ce qu'on attendait tout ce temps va commencer, on va redessiner l'Afrique. Vous savez, avant la conférence de Berlin, Rwanda et Burundi étaient un seul pays. Donc ce sont eux qui doivent redéfinir leur manière, leur position, leurs frontières. Ce n'est pas avec nous que nous devons, avec l'Ouganda, ni moins avec le Rwanda que nous allons définir. Le Congo, ses limitations sont connues depuis 1985, depuis qu'il y a eu la conférence de Berlin. C'est à eux de redéfinir l'Afrique suivant leur position avec le Rwanda et avec l'Ouganda. Parce que ça s'appelait Rwanda-Urundi. C'était un seul pays. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que le peuple congolais, nous, au niveau, à l'interne, c'est l'autodétermination qui va sauver ce pays. Si on ne s'autodétermine pas, et je pense que, peu importe le président... Comment engager ce peuple congolais à l'autodétermination? Comment l'engager dans ça? Je crois qu'il y a un travail qui doit être fait. Un travail qui doit être fait de sensibilisation. Vous imaginez aujourd'hui que Martin Fayoulou, par exemple, il prend la parole, il dit, peuple congolais, pour l'instant, soutenons les garants de la nation. Oui. Je donne, vous savez, à Goma par exemple, Martin Fayoulou était les bienvenus en 2018. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire que le peuple de Goma peut aussi l'écouter. Je constate qu'il y a des leaders, les experts en poids politique. Aujourd'hui, ils sont taiseux, aphones. Vital Kamerhe... non, il n'y a pas de conférence de presse. Il n'y a pas... Même leurs communicateurs sont tous... tous les autres qui disent que nous avons autant de députés... Les experts en poids politique, aujourd'hui, sont tous taiseux et aphones. Personne ne parle. Et même leurs communicateurs ne passent pas pour faire du chantage au chef de l'État. C'est là que le chef de l'État doit comprendre qu'il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Oui. Et parfois, s'il faut tordre la Constitution pour que le bien du pays, il doit le faire. S'il faut tordre, je n'ai pas dit violer, mais tordre, quand on dit tordre le cou, c'est-à-dire briser certaines choses du genre, nous on a un poids politique, alors qu'il y a quelqu'un qui a des compétences que vous devez prendre en dehors de ce gouvernement, en dehors de vos poids politiques pour qu'il gère le pays. Il faut le prendre. Il faut le prendre. Il ne faut pas dire, non, nous on a un poids politique, on devait avoir 7 ministères. Et il y a même des critères. Non, si tu as 10 députés, tu as droit à un ministère. Tu as 20 députés. La vieille chanson là. Chez le chef de l'État doit aujourd'hui, après tout ceci, bypasser ces velléités-là. Il doit, s'il trouve quelqu'un de compétent, si c'est Ambroise Mamba, si c'est quelqu'un qui est doux et qui a la compétence qu'il faut, il doit le prendre et passer outre ces histoires de poids politique. Parce qu'aujourd'hui, ça ne nous aide pas. Mais combien de ministres aujourd'hui se sont distingués dans ce gouvernement? Combien de ministres se sont distingués? On n'en voit pas. On n'en voit pas. Pas du tout. Aujourd'hui, on ne voit même pas que... Je pense que le gouvernement de Sama 1 était encore mieux que ce gouvernement. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas et on ne doit pas continuer à venir. Nous, on a le poids politique. Nous demandons aujourd'hui au chef de l'État qu'il doit, cette fois-ci, choisir les oiseaux rares. J'étais en train de dire ceci.
Vous imaginez que Martin Fayoul, il prend la parole et dit, écoutez, la patrie est en danger. Parce qu'ils ne veulent pas ou pas. Je ne vois pas Martin Fayoul accepter que le Rwandais vienne jusqu'ici prendre le pouvoir parce qu'il il est opposant de Félix Tshisekedi. Et je le dis foncièrement, que ce n'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi qui peut accepter pendant son règne que le pouvoir soit cédé, que le pays soit cédé au Rwanda. Ce n'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas Félix qui le fera. Donc, il a résisté depuis très longtemps. Il va résister et il va continuer à résister. C'est d'ailleurs grâce à lui, c'est une question que j'avais posée, on a vu dans tous les forats internationaux, les gens ont commencé à citer le nom du Rwanda qu'on ne citait pas. Exactement. C'est une guerre qui a fait plusieurs décennies. Exactement. C'est maintenant qu'on a commencé et ça a mis mal à l'aise Kagame. Kagame est mal à l'aise aujourd'hui parce qu'il est indexé et il sait que le monde le voit autrement. Le monde le voit aujourd'hui comme un sanguinaire. Parce que le monde, quand je parle de moi, je ne parle pas des dirigeants des pays, mais même des députés, même de certains peuples du monde. Aujourd'hui, ils comprennent que Kagame, c'est un sanguinaire, il vient tuer on a vu l'Allemagne suspendre ses discussions sur l'aide humanitaire. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, et je suis convaincu, je le répète, ce n'est pas le fils de Tiens Tshisekedi, ce n'est pas par lui que la balkanisation peut venir. Et ce n'est pas par lui, c'est pas lui qui peut trahir le Congo pour que le Rwanda puisse annexer une partie de la pays. Ça ne peut pas venir de lui. Alors, comme nous avons toute cette conviction que ça ne peut pas venir de lui, et, chers compatriotes, soutenons-les. Et comment faire impliquer la population dans la cohésion interne, dans l'autodétermination? Ce que je le disais. Par exemple, si Martin Fayoul prenait la parole aujourd'hui, ce soir, il dit, écoutez, je veux rencontrer Félix, parce que je pense que la patrie est en danger. Donc, Félix devra le recevoir. Il devait parler, comme ça se fait partout au monde. Quand il y a des problèmes comme ça, où il rencontre Félix. Alors, il sort, il fait une déclaration, il dit voilà, pour l'instant, nous sentons que la nation est en danger. Nous demandons à la population, je demande à tout le monde, ça va changer beaucoup de choses. On ne va pas passer à la télévision maintenant avec la partie la Mouka pour s'entre-déchirer. Pour dire non, voilà, vous avez failli à tel endroit, vous avez failli à tel endroit, vous avez fait ceci. Ça, on arrête tout ça. Mais pour l'instant, on retourne vers l'adversaire qui est en face de nous. Ainsi de suite. Tous les autres opposants, même en soutenant les soutenant. Joseph Kabila n'est pas là, il est à l'extérieur. Non, Moïse le chef de l'État avait dit que Joseph Kabila était le parrain de l'AFC. Donc n'attendez rien de lui. Ah, ok. N'oubliez pas que le chef de l'État l'avait désigné comme le parrain de l'AFC. Donc, moi, jusqu'après... Il est dans cette logique-là. De venir avec le Rwanda. Et donc, parce qu'il avait déjà été avec le Rwanda en 2006 avec son père. Donc, c'est pas quelqu'un sur qui il faut compter. C'est quelqu'un qui veut... Moi, je trouve très mal le Congolais qui aujourd'hui peuvent toujours considérer que le pays ici, il n'y a que Joseph Kabila qui peut être président de la République et qui peut diriger ce pays. Quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, même Mobutu qui a fait 32 ans ne nous a pas endoctriné de cette manière-là. Alors que nous savons tous que ce que nous héritons aujourd'hui, ils ont fait le brassage, ils ont pris les éléments du M23, sont dans nos services de sécurité. On a pris les Rwandais, sont aujourd'hui dans notre système de commandement, et c'est ce qui nous crée beaucoup de problèmes. Donc, je pense que l'autodétermination, notre autodétermination, comme peuple souverain, doit nous pousser à agir. Et c'est ce qui va faire à ce que le Rwanda arrête ses velléités et son esprit propagandiste. Est-ce que la rue est-elle aussi une solution, la rue? Non, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'instant. La rue, ici à Kinshasa, non. Parce que c'est ce que nous avons vu hier, c'est très extrêmement dangereux. Parce que j'étais sorti moi-même le matin sans savoir, et pour rentrer, j'ai vu l'attitude de jeunes, vraiment c'est des Koulouna, et il y a eu parfois des gens qui n'ont pas été dans la logique. La réaction était noble, la marche spontanée était noble. Il y avait des gens qui avaient conscience et qui faisaient cette marche-là, comme on l'avait fait quand Kunda Batouare avait pris Bukavu. Nous on a marché, je crois que c'était en 2005, 6 ou 2007, quand Kunda Batouare a pris Bukavu, on est allé jusqu'à la MONUSCO. Donc c'était comme ça, c'était spontané, on est descendu, on a fait la marche. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu hier. Il y a eu quand même hier des débordements très dangereux pour lesquels la sécurité devait vraiment veiller. Parce que lorsqu'on laisse aller manifester devant les ambassades, c'est quelque chose de plus noble. Parce que nous savons qu'ils sont complices, c'est ce qui se passe. Il faut leur dire attention, nous sommes déterminés, nous disons. Mais nous savons que vous êtes complices. Il faut leur dire ça.
Et ça, c'est le peuple qui s'exprime. Et le peuple est souverain. Donc, même au niveau de droit international, lorsque le peuple s'autodétermine, vous ne pouvez plus rien faire. Ouais. Alors maintenant, laissez les ambassades, laissez la voie normale, aller s'attaquer maintenant aux activités privées, aux sociétés privées, piller. Ça, c'est détruire en même temps l'économie du pays. Ouais. Et le peu de gens qui sont encore en train de travailler là-bas risquent de perdre l'emploi. Je ne pense pas que SK, ils ont fonctionné aujourd'hui. Je ne pense pas que Galaxy, Galaxy au niveau qui a été pillé, ils ont fonctionné aujourd'hui. Donc il est tout à fait normal que le Congolais qui vont travailler là-bas, ils risquent de ne pas être payés le mois prochain, parce qu'il n'y a pas du travail. Donc, alors, comment ils vont vivre avec leurs enfants? Donc, je crois qu'il y a eu quand même des choses qu'il faudra rétablir. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ce gouvernement ici, on peut même le chambarder, le faire tomber, trouver des nouvelles têtes. Mais comment trouver ces hommes capables à soutenir le président de la République dans sa vision? Il me semble seul. Il me semble seul, se battre seul, pas soutenu apparemment. Mais comment trouver ces hommes? Non, je crois que le chef de l'État, il est à la 6e année à la tête du pays. C'est un Congolais né au pays. Il a été avec nous dans le combat à l'UDPS. Il n'ignore pas les gens. Il connaît des gens. Et tous ces gens qui passent à la télé, qui parlent, nous tous qui parlons ici, les chefs de l'État, il nous suit. Je crois qu'il doit avoir un monitoring. Comme chef de l'État, non, quelqu'un qui lui aide à identifier les gens. Et c'est le travail que l'UDPS devait faire. Le travail que Kabouya devait faire, d'identifier des personnes crédibles et les amener aussi, parce qu'il ne peut pas aujourd'hui. Ça, c'est la première. De deux aussi, quand vous êtes chef de l'État, toutes les têtes vous appartiennent. Toutes les têtes vous appartiennent. Même les plus durs. Si par exemple, tu sais que ici, là, j'ai besoin de Fayoulou, comme chef de l'État, vous savez le contraindre à le prendre et l'avoir là où vous devez. Et c'est ce qu'il doit faire. Quand il sait que ici, j'ai besoin de cet expert, et le chef de l'État ne veut pas se gêner, parce que c'est le pays, c'est son pays aussi. Il dit, il va écouter, je connais ta position, mais nous avons vu en France des gens de gauche travailler avec Sarkozy. Je crois que c'était Jack Lang ou qui, je ne sais pas. Mais il était de gauche, il a travaillé avec Sarkozy. Il y a des gens comme ça. Donc quand vous constatez que vous avez besoin de quelqu'un, il faut aller le prendre. Et c'est le travail que devaient faire ses collaborateurs proches. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Dès qu'on constate que tu es intelligent, et que tu dis la vérité au chef de l'État, on t'écarte. Et que tu fais bien ton travail, on t'écarte et on te crée des ennuis. Et on te donne le chef de l'État. Et c'est ce qui nous est arrivé, nous tous ici. Donc quand vous êtes en train de travailler pour le bien de la nation, vous êtes déterminé à donner des bons résultats. Ah, il va prendre ma place. Comme on a pris des gens sans... Il y a des gens dans ce gouvernement qui sont sans profil, qui n'ont pas de position. Alors, tous ils sont dociles. Voilà. La docilité qui amène même à ne pas avoir des bons résultats. Voilà. On les adopte. On les adopte parce qu'ils sont dociles. Et tout ce qu'ils savent, c'est de voir autour du chef, alors qui parle avec le chef à des heures tardives, il l'appelle, il donne à ce monsieur-là un peu d'argent. À ce monsieur-là, quand il est autour du chef, il ne peut que parler de bien de lui. Ah non, mais tel ministre-là, en tout cas, il bien fait bon du travail pour toi. Le chef de l'État ne sait pas contrôler. Et puis, il a quand même le directeur de cabinet. Il a quand même, je ne sais pas si ça existe encore, le ministre près le chef de l'État. C'est quoi son travail? N'est-ce pas c'était celui-là de suivre? Il y a une dame. Il y a une dame là. Il y a même le mécanisme qui est fait par François Mamba. C'est pour suivre les actions des membres du gouvernement. Alors quand ils sont du gouvernement, quel rapport il fait au chef de l'État? Alors on ne peut pas... On ne sent pas qu'il y a une machine là qui est là, politique, pour identifier les cerveaux et donner des responsabilités. Non, il n'y en a pas. Alors, maintenant, on fait des listes, on envoie des gens sans compétences. Bon, dès qu'il est là, et aujourd'hui, il suffit d'avoir beaucoup d'argent, tu deviens ministre. Parce que tu peux voir tel qui a le pouvoir, tu lui donnes un peu d'argent, tu lui fais des dons, et demain, si tu n'as pas l'argent, vous savez, moi, quelqu'un m'a appelé un jour, il dit non, tu dois voir tel. Mais pour le voir, en tout cas, si tu le vois, en tout cas, maître, c'est fini. Tu es fini. Moi, j'ai dit, écoute, monsieur. Non, mais là, mais tu dois quand même... Moi, j'ai dit, écoute, je ne donnerai rien.
si pour moi que je devienne ministre dans ce pays, que je devienne DG dans ce pays, je dois moi aller corrompre quelqu'un, je ne le ferai pas. J'ai mené la guerre ici, j'ai mené le combat ici, politique aux côtés de Etienne Tshisekedi, ce n'est pas pour ce genre de valeurs. Le jour où le chef de l'État trouvera en moi des valeurs pour qu'il me nomme, le Seigneur sait comment il va organiser ça. Mais moi, je ne peux pas aller voir quelqu'un, donner à quelqu'un l'argent pour que lui aille plaider mon cas. Ce sont les choses qui ne nous aident pas. Et puis, dès que tu es nommé, tu deviens redevable, vous savez, monsieur. Alors, c'est lui qui commence à te dicter qui tu dois prendre dans le cabinet. Oui. Je sais qu'Ambroise est un bon journaliste, je peux l'avoir avec moi, il va me donner de bons conseils, et bien non, finalement, on te dit non, tu prends tel qui va rien foutre, pour toi. Donc il commence à être là, et tu ne peux pas le faire partir. Quand tu lui parles, il va t'accuser là-bas, et nous on t'appelle, non mais toi, attention, tu vas te faire partir. C'est du chantage qu'on fait maintenant au ministre. Donc moi je pense que il faut que le chef de l'État nomme des gens qui ne seront redevables qu'à lui. À lui-même. Ah oui, mais il y a maintenant ce problème-là lié... nous, c'est notre parti, nous, c'est la récompense. Celui-ci était là longtemps. Il faut qu'il soit récompensé, ainsi de suite, même si les profils ne répondent pas. Non, vous savez, Ambroise, nous, on a été dans l'UDPS. Nous, le 30 juin 2005, quand le grand Étienne avait demandé que la saison devait s'arrêter, moi, j'ai été arrêté. Une fois, j'étais dans un cabinet du ministre, comme conseiller, les jeunes gens sont venus, je leur ai dit, montrez-moi d'abord vos cartes. Vous êtes à l'UDPS quand? Il y a des gens qui sont venus à l'UDPS en 2016, ici. Des gens qui sont pour les besoins de la cause, qui pensent qu'ils ont combattu, ils pensent que eux, aujourd'hui, qu'ils se sont révélés en 2016. Mais en 2003, en 2004, en 2005, quand Kounda Batoile avait pris Bukavu, nous avons quitté le campus avec des amis jusqu'à la MONUSCO ici, pour faire des démarches. Quand nous allions voir le vieux Étienne, quand le vieux Étienne a fait son meeting du 9 juillet au stade Tata Raphaël, 2005, après la tentative de tout s'arrêter du 30 juin 2005. Le 9 juillet, nous étions à Tata Raphaël. Il a fait le meeting dehors. Quand il nous expliquait la disposition de l'article, je crois 98 ou 90 de la Constitution de la transition, qui parlait de la transition. Nous étions là. Et ils étaient où, tous ces gens-là? Donc il y a des gens qui ne connaissent même pas l'histoire, qui n'ont jamais combattu. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ils se sont retrouvés au moment de la prise du pouvoir, ils sont à côté de Kabouya, ils sont à côté de Tshisekedi, et donc ils sont pris, et ils ont devenu ce qu'ils sont venus aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus anciens que nous, ou bien ils ont travaillé, ils ont milité plus que nous. Non. On a annoncé que le président de la République devrait parler, s'adresser à la nation. Que devrait-il dire? Non, je crois qu'il ne doit pas parler. Ah, il ne doit pas parler. Non. Je le déconseille formellement. Je ne suis pas expert en communication. Vous l'êtes, moi je ne suis pas. Non, allez-y, vous avez vos idées. Mais je pense que il regarde la situation. Il va dire quoi à la population? Il va dire quoi à la population? La population veut le voir agir. Il veut le voir agir. Moi, il a communiqué, mais ça n'a pas été efficace. Le pauvre, il s'est démerdé à communiquer, mais ça n'a pas été très efficace. Mais non, il faut. Tu vois, c'est là où on doit se regarder en face pour dire certaines choses. Dans pareilles circonstances, Kabila n'avait jamais communiqué. Mais il y avait des gens comme les Mende, quand ils n'étaient là que pour parler, oui. Quand ils parlent, ça faisait trembler. Ça les gens ont réclamé Mende. Non, mais j'ai dit, il aurait dû faire. Ce ne sont pas de conférences de presse du genre des films, tout ça. Non. Et quand Mende tenait une conférence de presse, même nous qui étions dans l'opposition, on sentait que voilà, le gars est en train de... Je vous donne une anecdote. Mende nous avait dit que Bosco Tanganda était un Congolais. Alors, Bosco Tanganda est arrêté, il est allé à la CPI. Il est identifié comme sujet rwandais. Alors, un journaliste pose la question à Lambert Mende, lui dit, mais toi tu nous avais dit que Bosco Tanganda était un Rwandais. Alors aujourd'hui, voilà la réalité. Était un Congolais. Voilà la vérité, c'était un Rwandais. Adia, si c'est ça, il vient d'ajouter d'autres griefs sur les griefs que lui reprochait déjà. Vous comprenez? Moi je me suis dit, mais comment il a fait pour se sauver? Moi je l'attendais là, je me disais, voilà, je vois ce que ce vieux va dire. Donc à un moment donné, il faut des gens comme ça. Et on ne peut pas se gêner aujourd'hui à l'état actuel de le dire, voilà, monsieur vient.
soit le porte-parole du chef de l'État. Comme ça, le chef de l'État reste dans la réflexion. Dans la réflexion et tout ça. Où il agit. Monsieur, communique un peu. Dis-nous des choses. Parce qu'il a aussi une expérience que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Il a une expérience que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Alors, il peut aussi communiquer des choses qui peuvent être cohérentes et pour le bien du chef. Donc, voilà, tout ça, ce sont les éléments pour lesquels il faut une bonne stratégie. Aujourd'hui, la communication, le chef de l'État, prendre parole. Le chef de l'État, à la différence de son prédécesseur, c'est quelqu'un qui sait parler. C'est quelqu'un qui sait communiquer. Il a déjà beaucoup communiqué. Et c'est pas quelqu'un de taiseux. Il a suffisamment communiqué. Et donc, au regard de la situation actuelle, je ne sais pas, les experts en communication apprécieront de l'opportunité où il doit parler, mais moi, pour l'instant, je veux le voir agir. Ah, agir que communiquer. Que communiquer. Oui. Je veux entendre ce soir qu'il y a des ordonnances qui sont signées. Que le commandement vient d'être changé. Ou que le gouvernement est tombé. On ne va pas aller dans des systèmes du genre, on doit aller au Parlement, on doit aller chercher ceci, on doit chercher la majorité. Il prend ses responsabilités. Il nomme comme il veut. Comme il veut. Et on avance. Vous savez, vous savez, en droit international, on dit que les grandes puissances sont expansionnistes. L'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, ils ont envié Goma. Demain, ils vont envier Bukavu. Demain, ils vont envier Kisangani. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. On risque de perdre même ce qu'on cherche à préserver. Donc, c'est aujourd'hui ou jamais que le chef de l'État devait prendre le destin en main, son destin en main, sans passer de toutes ces velléités des experts en poids politique, et de prendre de bonnes décisions pour l'avenir du pays et pour préserver les acquis que lui-même a déjà commencé. Alors, mais bien entendu, vous avez dit que vous avez laissé ça aux experts en communication par rapport au fait qu'il doit parler ou non, ou à quel moment. Mais il y a quand même une direction qu'il faut peut-être donner au pays maintenant. Il y a quand même des troupes qui sont sur le front, au front. Il y a quand même besoin d'une direction à donner même à la population. Peut-être pas par lui, mais par quelqu'un d'autre, donner un message. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit que on a besoin de quelqu'un qui, quand il va communiquer, que la population l'écoute. Or, le chef d'État, il est le seul aujourd'hui à parler, à être écouté. Vital Kamerhe a parlé, mais qui l'a suivi? Après les échanges avec le chef de l'État, il est sorti, il a parlé, mais est-ce que ça y de l'influence? Déjà, nous tous nous le regardons, on dit, mais il n'a pas communiqué. Si c'était pour le poids politique, il l'aurait fait. Mais là, on sent que la communication, elle est tout autre. Alors, maintenant, qui doit prendre cette responsabilité? Si ce n'est pas lui-même. Alors, si c'est lui-même, il va dire quoi? On doit travailler le contenu de ce qu'il va dire. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il est censé dire pour réarmer moralement les militaires et les troupes et la population? Parce que nous, on n'a pas, je ne sais pas, mais moi, depuis le samedi soir, je ne dors pas. J'ai du mal de voir qu'un étranger vienne chez nous. On ne lui a rien fait. Quand je vois ces femmes qu'aujourd'hui qui sont en train de courir avec des bébés, j'ai vu une dame et un bébé sur la poitrine, un bébé au dos. Et ces enfants ont fait quoi? Leur seul péché, c'est d'être né dans un pays où il y a des richesses. Peut-être que ces richesses-là dont eux, ils ne bénéficient pas jusque-là. Ils sont assis sur des mines de richesses, mais pour lesquelles ils ne bénéficient pas. Parce que quand vous allez à Goma, tout le monde n'est pas riche. Il y a ceux qui souffrent aussi énormément. Alors pourquoi ça doit continuer ainsi? Donc, alors, au regard de ça, il faut qu'on arrive à voir le contenu de ce qu'il va dire. Et s'il doit dire, s'il arrive à dire, à parler de quelque chose, il faut que ce soit le plus bref possible. Le plus bref. Le plus bref possible. Il n'a pas d'explication à donner. Dites à la population peut-être qu'on ne va pas baisser les bras. Qu'on va continuer à se battre. Et j'ai besoin de vous et de votre soutien. Quant aux troupes qui sont au front, j'ai compris la réalité. Je suis là, je suis votre garant et on va. Et de trois, vous savez, monsieur Ambroise, moi je suis beaucoup la politique internationale. Vous savez, le président russe, quand la guerre a éclaté entre l'Ukraine et la Russie, vous savez le premier acte qu'il a posé? Il a augmenté les salaires des militaires. Ah, ok. Et pour les encourager, hein? Ça veut dire que le premier acte que Vladimir
Poutine a commis, a eu à poser quand la guerre a commencé. L'augmentation de salaire des militaires. L'augmentation du salaire des militaires. C'est très important. C'est très, très important. Je voudrais que ce soir, qu'on dise par exemple que les militaires, on a augmenté leur solde. Je ne vois pas pourquoi on va continuer à payer les députés. On doit les payer pourquoi? Pourquoi on va les payer? Et on a besoin de quoi? Les députés peuvent être là, si on a besoin d'eux, on les appelle, on vous travaille, et puis ponctuellement vous partez, vous avez vos jetons de présence, vous partez. Prenez cet argent-là, augmentez le salaire des militaires. Et ça, si le commandant suprême le fait, il aura résolu beaucoup de problèmes. Parce que ce jeune qu'on a recruté, on a quand même des commandos bien formés. Le chef de l'État a quand même mis assez de moyens pour équiper notre armée et pour consolider notre armée. Mais ces enfants-là méritent aussi un bon traitement. Donc moi je pense que si ce soir je peux être devant ma télé et suivre que le solde des militaires a été revu à la hausse, je crois que je serai un peu apaisé. Au moins il sait qu'il meurt au front, mais il a quelque chose. Alors, pour revenir, on va terminer peut-être par là, pour revenir un peu à la communauté internationale avec ces histoires du Conseil de sécurité des Nations Unies. Faut-il faire quoi? Il faut la politique de la chaise vide? Non. Continuer à y aller? Non. Pour faire quoi? Pour dire quoi? Non, aucun État... s'attendre à quoi? Oui, aucun État ne peut vivre en autarcie aujourd'hui. Okay. Aucun État ne peut vivre de manière isolée. Le monde est un village planétaire aujourd'hui. On a besoin des uns et des autres. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles la RDC ne doit pas s'isoler du monde et il ne saura pas vivre sans les autres. Mais aujourd'hui, le langage, c'est vrai que le principe, l'article 2, paragraphe 1er de la Charte des Nations Unies, parle du principe de l'égalité souveraine des États. Mais cette égalité, elle est plus formelle. Parce qu'entre États, même au sein même du Conseil de sécurité, il y a cette inégalité entre les États. Pourquoi? Et quand on dit que l'ONU a décidé, en réalité, ce sont les 5 puissances qui ont décidé, les 5 qui ont le droit de veto. Alors, nous savons que quand on dit que les pays sont égaux, l'égalité veut dire une voix pour un pays. Mais ici, la décision ne peut passer qu'à l'absence du veto. Donc, il faudra que la Chine ou les États-Unis acceptent cette décision pour qu'elle passe. Donc, si elle ne l'a pas acceptée, et que tout le monde vous avez voté pour, la décision ne passera pas. Ça, ce n'est pas l'égalité entre États. Il y a des États qui ont plus de pouvoir que les autres. Donc, pourquoi aussi, c'est comme on le dit, l'ONU est une association de vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les plus forts qui se sont retrouvés et qui se sont donnés de ces privilèges-là parce que nous avons gagné, nous on a mené le combat, donc on a gagné et la Deuxième Guerre mondiale, nous imposons au monde ce que nous voulons. C'est ça, parce qu'ils sont forts. Maintenant, la France n'était pas une grande puissance pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais elle s'est retrouvée du côté des forts, et elle a été annexée, et puis comme elle sait toujours manipuler les choses, elle s'est retrouvée parmi les 5 membres permanents. Parce que la grande puissance de l'époque, c'était le Japon, l'Allemagne, c'était pas la France. Et donc, pour revenir, pour dire que nous devons être matériellement forts. C'est ça. Nous devons être forts, avoir une bonne armée, avoir de bonnes... nous développer nous-mêmes, devenir une puissance pour nous faire respecter. Donc le monde pourra vous respecter. Aujourd'hui la Chine elle est respectée. C'est pas parce qu'elle est Chine, mais parce qu'on sait que c'est une puissance économique. On s'est réorganisé. On devient fort. Quand on part là-bas, on voit qui part. Exactement. Nous devons avoir une offre bien élaborée à offrir au monde. On les a vus appeler, on a vu qu'il y a un sommet de l'EAC qui a été convoqué. Le président de la République a dit qu'il ne va pas y participer, mais il y a des appels au retour à la table de négociation à Luanda, en Angola. Il y a aussi cet appel à négocier directement avec le M23. Mais, vous savez, le chef de l'État s'était même déplacé jusqu'à Luanda. C'est le Rwandais qui n'est pas venu. Qui n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Parce que ses revendications ne sont pas prises en compte. Le chef de l'État, pourquoi le Rwanda, ça doit être son problème pour que la RDC négocie avec le M23. Nous, on te demande, toi, cesse de soutenir le M23. Ouais. Retire-toi de notre pays. Le M23 est un système de brassage. Pourquoi toi, tu nous demandes nous de négocier avec eux? Pourquoi? Donc c'est un prétexte. Nous savons que les M23, ils n'ont pas ces moyens, de nous faire démarcher sur nous. C'est le Rwanda
qui est derrière eux. Le chef d'État dit, je vais négocier avec toi. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dire ouvertement que voilà, donnez-moi. Il y a un député du Nord Kivu qui a dit que pour être commandant ou commandant de l'armée du côté du Nord Kivu, il fallait que Kagame puisse l'approuver pendant Kabila, à l'époque de Kabila. Donc ils veulent ça, c'est tout. Ils veulent qu'ils aient la possibilité d'entrer chez nous et de prendre le minerai et de repartir. Alors on a terminé, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Non, en tout cas c'est un mot de soutien énormément au chef de l'État, au commandant suprême. Je n'ose pas m'imaginer la pression qu'il a. Je n'ose pas m'imaginer dans quel état il peut se retrouver. Si moi qui n'a aucune responsabilité ou la responsabilité comme la sienne, je peux ressentir cette douleur. Et je crois que lui, sur qui repose l'avenir de tout un peuple, aujourd'hui, je n'ose pas m'imaginer dans quel état il se retrouve. Mais nous sommes des chrétiens, nous savons qu'au-delà de ce que les hommes peuvent dire, Dieu est là et il peut toujours faire quelque chose. Et nous savons et nous croyons en Dieu. Cette guerre, elle est injuste. Dieu n'aime pas l'injustice. C'est un Dieu qui n'aime pas que le droit de l'orphelin soit pris et que le coupable soit considéré pour le juste et le juste pour le coupable. Dieu n'aime pas ça. Et nous croyons que c'est Dieu là, au-delà de tout ce que nous avons dit, que le Seigneur est là et au-dessus ici, Amen. Merci beaucoup, Maître Robert Kayenga. Nous rappelons que vous êtes avocat et membre de l'Union Sacrée Nation. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous.